Bonsoir, merci Madame Grange de m'avoir invité à donner cette conférence et je vous remercie tous d'être venus si nombreux ce soir, de vous intéresser à ce thème de l'héritage des traumatismes. Donc ma contribution à cette série de séminaires, de conférences sera de vous apporter une vue biologique, en particulier une vue épigénétique sur la transmission des caractères acquis. Donc je suis biologiste, il va y avoir beaucoup de biologie ce soir avec du comportement. J'ai essayé de simplifier les concepts, de préparer des diapositives simples et je vais essayer de les expliquer en détail. Mais si quelque chose n'est pas clair, je vous invite à poser des questions pendant mon intervention. J'y répondrai avec plaisir. Les questions sont toujours utiles pour tout le monde, y compris moi parfois. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Donc chacun de nous, je pense qu'il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient présents, on vous a parlé de l'effet, l'influence de l'environnement et de la culture sur la transmission. Donc là, moi, je vais m'adresser à l'effet de l'environnement sur les mécanismes biologiques, en particulier les mécanismes biologiques au niveau du cerveau, comment ceux-ci peuvent influencer le comportement, et les mécanismes biologiques au niveau des cellules germinales, en particulier les cellules germinales mâles, c'est-à-dire les cellules de sperme, comment elles peuvent être modifiées par l'environnement de façon à transmettre certains caractères acquis à travers les générations. Donc chacun de nous est déterminé par nos gènes. Donc on hérite d'un set de gènes maternels et un set de gènes paternels. Et en général, on a un bon mélange entre les gènes maternels et les gènes paternels. Parfois, les gènes d'un des parents, comme ici, peuvent dominer. Mais bon, il est possible que ce garçon, même s'il ressemble beaucoup à son père, ait le caractère de sa mère, par exemple, ou ait certains traits physiques qui ressemblent à sa mère. Mais en réalité, nous sommes beaucoup plus que nos gènes. Parce que si vous prenez ces personnes, ce sont des gens qui ont exactement le même génome. Ce sont des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qui viennent du même noyau. Donc d'une cellule germinale mâle qui a fusionné avec une cellule germinale femelle pour former un œuf qui s'est ensuite divisé en 2, si bien que les gènes sont absolument identiques. Et là, vous voyez que de façon assez évidente, ces personnes sont vraiment différentes. Donc, alors que l'une d'entre elles peut avoir une bonne santé, être une personne tout à fait saine, l'autre peut développer certaines maladies métaboliques comme l'obésité. De façon identique ici, alors qu'un des individus peut être une personne équilibrée, normale, avec des comportements adaptés, comportements sociaux normaux, l'autre peut être violent, agressif, peut être schizophrène ou dépressif. Donc ces différences, malgré le fait que les gènes soient absolument identiques, sont dus au fait que ces gens sont exposés à des facteurs environnementaux différents durant leur vie. Et en réalité, nous sommes une combinaison de gènes qui sont influencés par les facteurs environnementaux. Et il y a de nombreux facteurs environnementaux qui peuvent influencer notre vie, notre comportement, notre physiologie. Et en particulier, je suis désolée, il y a quelques petites diapos avec quelques mots d'anglais, je n'ai pas pu toutes les traduire, mais parmi les facteurs qui nous influencent tout au long de la vie, l'alimentation, les expériences auxquelles, les expériences de la vie, les événements auxquels nous sommes exposés, que ce soit des traumatismes, des stress, mais ça peut également être des événements positifs. Les drogues, les produits chimiques, les facteurs au niveau, les agents chimiques dans l'environnement, les facteurs de pollution, les toxines environnementales, notre style de vie, si on pratique un sport ou pas, le type d'environnement général dans lequel on vit, le fait d'être exposé à certaines radiations ou pas. Donc tout ça sont des facteurs qui influencent nos gènes et leur activité. Et l'influence de ces facteurs environnementaux survient ou se produit pendant toute la vie. Vraiment des stades les plus initiaux, c'est-à-dire au niveau des gamètes mâles ou gamètes femelles. Après fertilisation, donc pendant l'embryogenèse, chacun des stades de l'embryogenèse est sensible à l'environnement, à travers la mère, bien évidemment. Soit que la mère est exposée elle-même à des facteurs environnementaux particuliers, qui soient favorables ou pas favorables, soit par l'alimentation, par exemple, ou lorsqu'elle prend des médicaments, ou si elle prend certaines drogues. Donc ça peut influencer le patrimoine épigénétique de l'embryon. Après la naissance, l'environnement agit également de façon intense sur le bagage épigénétique
dans tout l'organisme, chez l'adulte et jusqu'à un âge avancé. Si vous prenez l'épigénome d'un individu à la naissance, il sera complètement différent de l'épigénome du même individu quelques années plus tard. Donc l'environnement a vraiment un effet dynamique sur l'épigénome. Et si on considère que les cellules germinales peuvent être affectées, c'est-à-dire que si cette personne adulte-là a ses cellules germinales affectées par l'environnement, c'est-à-dire que l'environnement laisse des traces dans ces cellules germinales, pas au niveau des gènes, mais au niveau de l'épigénome. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est. C'est en fait des petites étiquettes, des petites marques sur les gènes. On peut considérer que toute modification épigénétique pourra être transmissible et conduira à des phénomènes qui vont être hérités à travers les générations. Il y a quelques exemples dans la littérature qui montrent que l'exposition à certains facteurs environnementaux, en particulier l'alimentation, peut avoir des effets à travers les générations. Il y a de nombreuses études qui ont été faites sur une population de descendants de femmes qui, pendant une période de la guerre, à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, dans une partie ouest de la Hollande, il y a eu un embargo nazi sur toute cette région, si bien que ça a conduit à une famine pendant de longs mois. Et il y a des archives assez précises qui déterminent, qui disent quel était le niveau de l'alimentation, la qualité de l'alimentation, la quantité qui était à disposition des gens qui vivaient dans cette région. Et une étude a été faite en particulier sur les femmes qui attendaient un enfant à ce moment-là et sur leur descendance. Donc ces femmes ont eu un régime alimentaire restreint, donc ont dû faire face à une famine pendant de longs mois. Et si on considère que ces femmes qui à ce moment-là attendaient un enfant, donc non seulement elles vont être affectées par la famine, mais leur enfant va être également affecté par la famine, mais aussi les cellules germinales qui sont en développement dans l'embryon lui-même seront aussi exposées à cette restriction alimentaire et cette diminution de nombre de calories. Donc là, on a affaire à 3 générations quasiment. La mère elle-même, son enfant, et l'enfant futur qui sera généré à partir des cellules germinales qui sont dans l'embryon. Et en fait, de nombreuses études ont montré que la première, la deuxième et la troisième génération, chez ces gens, il y a une augmentation des maladies cardiovasculaires, du diabète et de l'obésité. Au total, ça représente plusieurs milliers de personnes à travers les générations descendant de ces femmes qui ont été soumises ou sujettes à la famine. Donc un cas clair d'influence négative, en l'occurrence, de l'environnement par une alimentation restreinte à travers les générations. De nombreux autres exemples aussi existent dans la littérature liée à la psychiatrie. Et il est maintenant connu que les traumatismes précoces, c'est-à-dire précoces pendant l'enfance ou l'adolescence, peuvent conduire à des maladies psychiatriques qui se perpétuent à travers les générations. Jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, de nombreux cliniciens, également des généticiens, pensaient que des maladies comme la dépression, la schizophrénie étaient génétiques. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses études d'association entre les maladies et le génome qui ont été faites, des centaines, voire des milliers, à la recherche du gène de la dépression ou du gène de la schizophrénie. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun gène de la dépression, ni de la schizophrénie, ni de l'addiction aux drogues, par exemple, ont été découverts, car en réalité, ces maladies complexes sont également dues à une combinaison de gènes et de facteurs environnementaux, de facteurs épigénétiques. Il est reconnu que des expériences traumatiques, donc l'exposition à des stress traumatiques, la violence, des abus, que ce soit des abus physiques ou des abus sexuels, la négligence, l'abandon, ou la perte d'un parent, un accident de voiture ou des maltraitances par soit les parents ou soit les personnes qui s'occupent de l'enfant, conduisent souvent à des désordres psychiatriques qui peuvent s'exprimer comme des symptômes dépressifs, des désordres de la personnalité, la schizophrénie, comportements antisociaux, l'addiction et souvent des suicides. Et ces symptômes peuvent être déjà exprimés par les enfants, les adolescents, et persister au cours de la vie adulte et affecter les gens en fait pendant toute leur vie.
Mais très souvent, les gens qui ont été soumis à ce genre de stress ont également des enfants qui sont plus sujets à la dépression, à la schizophrénie, et également les petits-enfants. Donc il y a une perpétuation claire de ce genre de profil induit par l'exposition à des stress à travers les générations. Et encore une fois, la base génétique n'a jamais pu être démontrée, et maintenant c'est clair que c'est une combinaison entre les gènes et les facteurs environnementaux. Alors, qu'est-ce que l'épigénétique exactement? Donc, pour de nombreux traits de caractère, que ce soit le comportement, mais aussi la physiologie, je vais vous montrer un exemple plus tard concernant le métabolisme, les réponses au glucose, les réponses de l'insuline, sont contrôlés par une combinaison de facteurs génétiques et épigénétiques. Donc ce que je vais vous dire concerne surtout les comportements, mais en fait ça s'applique à quasiment toutes les fonctions biologiques. Donc pour ce qui concerne le comportement, donc nos comportements sont contrôlés par le cerveau. Et le cerveau est constitué de milliards de cellules neuronales. Donc là je vous en ai dessiné une un petit peu en zoom. Donc c'est un neurone. Chaque neurone a un corps cellulaire avec des branches en quelque sorte, des neurites. Et le corps cellulaire contient un noyau, et ce noyau est la partie de la cellule qui a les chromosomes. Donc là, il n'y en a qu'un seul qui est dessiné, mais évidemment, dans chaque cellule, on a 2 paires de 23 chromosomes, qui incluent les chromosomes sexuels, XX chez les femmes et XY chez les hommes. Chez les cellules germinales, je vous montrerai une petite diapo plus tard, les cellules germinales, elles n'ont qu'une seule paire de 23 chromosomes. Donc, chaque chromosome est constitué de chromatine. Les chromosomes contiennent les gènes. Donc, la chromatine est constituée, je suis désolée, j'ai un petit peu de problème avec ma souris, est constituée d'ADN qui comporte les gènes. Et l'ADN est associé à des protéines histones. Donc, ce sont des protéines qui forment des sortes de perles, en fait, le long d'un collier. L'ADN est entouré autour de ces protéines histones. Et lorsque ce collier est compacté, ça forme la chromatine. Et la chromatine bien compactée forme les chromosomes. Et les gènes, en fait, sont constitués, enfin, l'ADN associé aux protéines histones constitue les gènes. Donc là, de façon assez arbitraire, mais je vous ai indiqué, on va peut-être avoir un gène ici, un deuxième gène là. Les gènes se suivent de façon consécutive, ils ne suivent pas, il y a quelquefois des grandes zones entre les gènes qui ne sont pas des gènes, qui sont des zones intergéniques, mais globalement chaque chromosome contient de quelques centaines jusqu'à 2000 gènes. Le chromosome X en contient 300 et le chromosome Y, qui est plus petit, en contient 50. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les gènes. Donc on peut essayer de faire l'analogie avec un circuit intégré. Donc on hérite de nos parents d'un circuit intégré qui sont les gènes, qui sont fixes. À part, ils peuvent être mutés si on est exposé à des radiations ou des carcinogènes. Mais d'une façon générale, les gènes sont relativement fixes. Leur séquence ne change pas. Donc c'est le circuit intégré. Mais un circuit intégré en lui-même, tout seul, ne fonctionne pas vraiment. Il n'est pas très utile. Pour ça, il faut des logiciels. Comme dans un ordinateur, il faut des logiciels pour pouvoir travailler avec les circuits intégrés. Et les logiciels sont fournis par les mécanismes épigénétiques. Donc en quelque sorte, c'est des petites marques qui sont disposées sur l'ADN, qui sont disposées, on hérite de certaines de ces marques, mais ces marques, on les fait au cours de la vie en fonction des facteurs environnementaux auxquels on est exposé. Donc il existe plusieurs types de marques ou de mécanismes épigénétiques. Là, je vous en ai représenté 3 qui sont les 3 principaux, ceux qui ont été étudiés le plus, ceux qui sont le plus faciles à étudier, et puis ceux qui ont été le plus souvent associés à certaines maladies. Donc le premier de ces mécanismes est la méthylation de l'ADN. Donc la méthylation de l'ADN consiste il y a des petits résidus méthyl, donc CH3, qui sont ajoutés sur certaines bases, les cytosines de l'ADN. Donc à chaque fois qu'il y a une cytosine qui est suivie par une guanine, qui forme CPG, ce qu'on appelle CPG, cette cytosine a une chance de recevoir un résidu méthyle. Donc il peut exister sur un gène précis, par exemple, il peut exister 10 CPG. Donc ces 10 CPG ont la possibilité, à un moment ou à un autre, de recevoir un méthyle ou pas. Et selon le nombre de méthyl, le gène pourra être actif ou pas. Quand il y a en général, la méthylation de l'ADN est un mécanisme d'inactivation des gènes.
parce que ça provoque une sorte de blocage. Il y a plein de méthyl, ça provoque une sorte de blocage de l'ADN. Donc méthylation de l'ADN, donc ajout d'un petit résidu méthyle directement sur l'ADN. Un deuxième mécanisme épigénétique est la modification des protéines histones. Donc ces protéines histones, elles sont un petit peu compliquées, c'est une sorte, il y a une partie globulaire ici, et il y a une extension qui, donc vous voyez que ça sort vraiment de la structure de l'ADN. Et cette petite extension-là, donc c'est constitué d'acides aminés, peut être modifiée. Et il y a différents types de modifications. C'est des modifications biochimiques qui consistent en une phosphorylation, méthylation, acétylation. C'est toute une série de modifications qui globalement ont des rôles plus ou moins semblables. Mais en gros, ces modifications-là sont nécessaires à l'activation des gènes. C'est un peu l'opposé de la méthylation de l'ADN. On en a besoin pour bien contrôler les protéines histones de façon à rendre les gènes actifs. Donc, deuxième type de modification épigénétique. Une troisième forme de mécanisme non génétique ou épigénétique est les ARN non codants. Ça a été découvert de façon un petit peu plus récente, initialement chez les plantes et chez les vers, les C. elegans. Donc, ce sont des petites molécules d'ARN, l'ARN étant fabriqué directement à partir de l'ADN. Donc en fait, c'est des produits, des petits produits qui sont synthétisés à partir de l'ADN et qui s'accumulent en général dans le cytoplasme. Donc on les appelle ARN non codants parce qu'ils ne sont pas transformés en protéines. Ils restent juste sous forme d'ARN. Donc c'est juste des petites molécules qui en quelque sorte flottent dans le cytoplasme. Et ces molécules, d'une façon générale, permettent une inactivation des gènes. Pas au niveau du génome lui-même, mais plus tard, dans l'utilisation du gène, après la transcription des gènes. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les mécanismes épigénétiques au niveau des cellules du cerveau, par exemple. Donc l'idée est que être exposé à certains environnements, par exemple à un certain traumatisme, modifierait, pas la séquence de l'ADN lui-même, mais modifierait peut-être la méthylation de l'ADN, ou les protéines histones, ou les petits ARN non codants dans de nombreuses cellules du cerveau. Et ça modifierait l'activité de certains gènes. Et si ces gènes sont impliqués dans le contrôle du comportement, par exemple dans les émotions, ça provoquerait une perturbation des émotions. Si ces modifications sont dans le cerveau, donc ça contrôle le comportement, ça va expliquer le comportement d'une personne qui est altérée, mais ça ne va pas expliquer pourquoi cette altération de comportement est transmise à la génération future. Pour tout ce qui concerne la transmission pure, le seul lien entre les générations, le seul lien biologique entre les générations, sont les cellules germinales. Donc, si on a affaire à un caractère acquis qui fait intervenir des mécanismes épigénétiques et qui est transmis, ça doit, en principe, être sous-tendu par des mécanismes épigénétiques dans les cellules germinales. Et l'idée là, c'est que l'exposition à l'environnement ou à des traumatismes, des événements traumatiques, ne modifierait non seulement pas que les cellules du cerveau, mais aussi les cellules germinales. Ça, en particulier, si les événements traumatiques sont vécus pendant l'enfance ou l'adolescence. Lorsqu'ils sont vécus pendant la vie adulte, les cellules germinales sont en quelque sorte protégées. Donc, modification épigénétique au niveau des cellules germinales, mâles ou femelles, qui provoqueraient des altérations de la santé, des comportements dans la progéniture. Je vais vous parler essentiellement ce soir des cellules germinales mâles, parce que pour des biologistes qui travaillent avec des modèles animaux, comme nous, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des cellules germinales mâles que des cellules germinales femelles. Collecter des oocytes de souris est compliqué, parce qu'elles n'en ont pas beaucoup, c'est très petit et difficile à étudier. Donc, que sait-on des mécanismes épigénétiques dans les cellules germinales? Très peu pour le moment. Là, je vous ai représenté une cellule de sperme de souris, mais chez l'être humain, c'est exactement la même chose. Ce qu'on sait, c'est qu'elles ont en effet un bagage épigénétique. Donc, la chromatine ou l'ADN dans les cellules germinales est organisé de façon un tout petit peu différente des autres cellules du corps, parce que les cellules germinales sont très petites. Et l'ADN, les gènes ont vraiment besoin d'être protégés dans ces cellules. On ne veut pas qu'il y ait d'interférences, qu'il y ait de cassures ou qu'il y ait de problèmes d'altération du gène. Donc pour ça,
la chromatine est compactée de façon beaucoup plus serrée que dans les autres cellules du corps. Et ça, c'est obtenu en remplaçant les protéinehistones. Vous vous souvenez des protéinehistones qui formaient ces espèces de perles comme un collier. Là, il n'y a quasiment plus de protéinehistones. Elles sont remplacées par des protéines qui sont beaucoup plus petites, qui s'appellent les protamines. Vous les voyez, elles n'ont pas la même forme. Elles sont plus petites, du coup, elles permettent de compacter la chromatine beaucoup plus. Et ça permet de mettre tous les gènes avec tous les chromosomes dans une cellule, juste la tête d'une cellule de spermatozoïde. Donc pour ce qui concerne les mécanismes épigénétiques, donc là on a de nouveau l'ADN, donc les gènes paternels. Et cet ADN peut également, l'ADN dans les cellules germinales mâles, mais également femelles, peut lui aussi être méthylé. On peut rajouter des petits résidus méthyl sur cet ADN. Et récemment, il y a moins de 2 ans, on a aussi découvert qu'il existait des ARN non codants dans le cytoplasme des cellules de spermatozoïdes. Donc 2 mécanismes épigénétiques possibles dans les cellules germinales. Il est aussi possible que les protamines soient modifiées, tout comme les protéinehistones. Simplement nous on a fait un petit peu de travail sur les protéines des souris, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quel type de modifications peuvent survenir sur les protamines humaines. Mais chez la souris, nos résultats ont montré qu'elles pouvaient être phosphorylées, acétylées et méthylées, tout comme les protéinehistones. En quantité, dans une moindre mesure par rapport aux protéinehistones, mais les modifications post-traductionnelles peuvent exister chez les protamines. Mais ce soir, je vais me concentrer essentiellement sur la méthylation de l'ADN, les cellules germinales, et sur les ARN non codants. Oui, là, c'était juste un petit rappel. Bon, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, mais voilà que les cellules germinales, en fait, non seulement la chromatine est différente, mais en plus, elles n'ont qu'une seule paire de 23 chromosomes, que ce soit les cellules germinales mâles ou femelles. Je suis désolée si pour certains, ça semble des notions acquises, mais j'ai pensé que ça pouvait être peut-être juste intéressant de montrer ça, et qu'en fait, après la fertilisation, il y a ce qu'on appelle des recombinaisons, un mélange. Donc là, si vous avez un chromosome du père et un chromosome de la mère, il y a un mélange de ces chromosomes par recombinaison. Et c'est ça qui fait que, pour revenir à ma première diapositive, que nous sommes un mélange de gènes paternels et maternels qui se recombinent au cours du développement. Donc, comme je vous ai dit, les mécanismes épigénétiques, leur rôle principal est de contrôler l'activité des gènes. Et là, c'est une représentation qui est très simple, mais qui explique un petit peu le principe. Donc, comme je vous ai dit, la chromatine est compactée. Or, un gène, pour être actif, on parle d'activité d'un gène, c'est lorsque ce gène est ouvert, la chromatine est libérée en quelque sorte. Le gène est ouvert, comme est montré là, de façon à ce qu'il puisse être transcrit. C'est-à-dire que l'ADN est présent dans le noyau des cellules. Et il ne peut pas bouger. Mais on a besoin de cet ADN pour fabriquer des protéines, pour construire les cellules et pour construire l'organisme. Donc comme l'ADN est coincé dans le noyau, ce qui se passe, c'est qu'il y a une copie de l'ADN qui est fabriquée, ça s'appelle la transcription, est fabriquée en ARN. Et l'ARN, donc on utilise la séquence de l'ADN avec une petite machinerie, on fabrique l'ARN qui est la copie conforme, et ensuite l'ARN, lui, peut être exporté hors du noyau, dans le cytoplasme, et dans le cytoplasme, l'ARN va être utilisé, reconnu par toute une machinerie également, pour fabriquer des protéines qui ensuite vont être distribuées dans toutes les parties de la cellule pour agir et remplir leurs fonctions biologiques. Donc pour la transcription, l'ADN, pour être transcrit, l'ADN a besoin d'être déroulé et d'être accessible à toute une machinerie. Et c'est cette accessibilité-là qui est contrôlée par les mécanismes épigénétiques. C'est-à-dire là, vous avez un gène qui est actif, c'est-à-dire qui va permettre la transcription en ARN, puis ensuite la fabrication de protéines. Et là, vous avez un gène qui est inactif, c'est-à-dire qui est complètement compacté, qui est imperméable, hermétique à la machinerie nécessaire à la transcription. Et que la transition d'un état à un autre dépend complètement des mécanismes épigénétiques. Donc si le gène est fortement méthylé sur l'ADN, et qu'il y a très peu de modifications des protéines histones, le gène va être compacté, il va être inactif. Par contre, s'il n'y a quasiment pas de méthylation de l'ADN et que les protéines histones sont modifiées où il faut, le gène va être actif. Certains gènes peuvent passer d'un état à un autre de façon dynamique, selon le besoin.
Mais certains de ces états peuvent être pathologiques. Par exemple, dans les cellules du cancer, certains gènes qui devraient être inactifs sont rendus actifs de façon pathologique. C'est-à-dire qu'ils devraient être sous cet état-là, et leur bagage, leur profil épigénétique est altéré de façon à ce que, au lieu d'être silencieux, ils sont actifs. Et vice-versa, des gènes dans des cellules cancéreuses devraient être actifs, et parce qu'ils sont trop fortement méthylés, à cause de l'exposition à l'environnement, par exemple, ils sont silencieux et ne peuvent plus remplir leur rôle. Donc, si on part de l'hypothèse que l'exposition à l'environnement peut causer des symptômes comportementaux altérés qui sont transmis à travers la génération, et que ça, c'est dû à des modifications au niveau épigénétique, on ne peut pas vraiment utiliser l'être humain pour tester cette hypothèse. Parce que c'est trop compliqué, on ne peut pas exposer quelqu'un de façon volontaire à un traumatisme, prélever le cerveau, c'est pas possible. Donc on utilise des modèles animaux pour ça, et en particulier la souris. La souris a un formidable modèle biologique, parce qu'on connaît son génome, il a été décrypté totalement, et parce qu'on peut travailler avec des souris isogéniques, c'est-à-dire si on a un grand groupe de souris, elles ont toutes le même génome. Donc nous qui nous intéressons aux mécanismes épigénétiques, c'est intéressant parce qu'on exclut complètement l'intervention de changement du génome, puisque toutes les souris ont le même génome, et là on peut vraiment regarder de façon précise les différences des mécanismes épigénétiques. Donc en nous inspirant de la littérature clinique qui montrait qu'un certain nombre de pathologies comme la dépression, et en particulier la maladie borderline, c'est une maladie un petit peu complexe dans sa symptomatologie, parce que les gens borderline qui atteignent, selon certains psychiatres, jusqu'à 10% de la population, les gens borderline sont dépressifs, sont impulsifs, sont des gens qui ont des problèmes pour contrôler leur comportement. Souvent, ce sont des gens qui sont antisociaux, des gens qui ont des problèmes de concentration, problèmes cognitifs. Et parfois, ils peuvent fonctionner très bien pendant de nombreuses années et puis développer certains symptômes à certains moments. Donc c'est une pathologie qui est assez dynamique, assez variable. Et beaucoup de borderline commettent des suicides, meurent par suicide en réalité. Et dans la littérature clinique, quasiment tous les cas de borderline sont associés à des stress traumatiques pendant l'enfance. Chez les femmes, c'est souvent de l'abus sexuel. Chez les hommes, c'est des violences, des abus physiques et des négligences pendant l'enfance. Donc, en nous inspirant de la littérature clinique, on a développé un modèle animal pour essayer de reproduire les stress que ces patients subissent. Et l'idée était d'avoir un modèle, pas forcément de borderline, mais un modèle de stress traumatique chez la souris qui conduisent à des symptômes comportementaux clairs, reproductifs et transmissibles à travers les générations. Donc on a travaillé quelques années sur ce modèle, on a essayé différentes manipulations et on a réussi à développer un modèle qui permet justement d'induire certains symptômes qui sont transmis jusqu'à la 3e voire la 4e génération. Alors ce modèle est basé sur la séparation maternelle imprévisible. Vous avez là des petits qui sont, j'ai dans la diapositive suivante une famille normale, donc voilà une mère avec ses petits, dont elle prend bien soin. Nous, pour notre manipulation, donc on prend la mère, on la sépare des petits 3 heures par jour, mais à n'importe quel moment de la journée. Donc les animaux savent que quelque chose va se passer, qu'ils vont être séparés, mais ils ne savent pas quand. Et ça, c'est un facteur de stress intense. Et ça, on le fait. Et pendant les 3 heures de séparation, la mère est également stressée, de façon imprévisible, donc n'importe quand pendant les 3 heures, et un petit peu au hasard sur différents types de stress. Par exemple, on la met dans un tube, elle est complètement comprimée. C'est stressant pour une mère qui sait que ses petits l'attendent quelque part, ou on la met dans un verre ou dans un récipient d'eau froide comme là. Donc, et ça, c'est une manipulation que nous faisons de la naissance jusqu'à 2 semaines après la naissance. Ça représente environ 2/3 de la vie pré-sevrage, parce qu'on peut sevrer les petits souriceaux à 3 semaines. Donc si on rapporte ça à l'être humain, ça correspondrait à toute la période de l'enfant jusqu'à l'adolescence. Comme on était intéressé à la transmission à travers les générations, on a produit plusieurs générations de ces animaux. Donc dans la situation contrôle,
Donc les animaux sont maintenus en conditions normales, dans des cages complètement standards, alors que dans la manipulation, on appelle MSUS, je suis désolée, c'est l'abréviation en fait de la traduction anglaise de notre paradigme. Donc vous verrez sur les diapos MSUS un petit peu partout. Retenez simplement que c'est notre paradigme de stress traumatique. Donc cette manipulation MSUS, on l'a fait sur la F0. Donc pendant 2 semaines, on sépare les petits de façon imprévisible. La 3e semaine, les petits sont maintenus avec leur mère de façon complètement normale. Ensuite, ces petits, on les seuvre à 3 semaines, on les met dans des cages, on sépare les mâles des femelles, on les met dans des cages et on attend qu'ils soient adultes. Donc une souris adulte environ à 2 mois et demi, 3 mois. Une fois qu'elles sont adultes, on va tester leur comportement et ensuite on va les croiser de façon à générer la génération suivante. Donc là, je vous ai indiqué les croisements, la génération de patriline, c'est-à-dire de la descendance de mâles. Donc on prend les mâles, on les croise avec des femelles complètement normales, sauvages, qui n'ont jamais été stressées, qui n'ont jamais eu de petits. Donc on génère de cette façon la 2e génération. Donc ces petits, on attend qu'ils soient adultes, on va tester leur comportement et on répète l'expérience, on prend les mâles, on les croise avec des femelles qui sont sauvages, naïves, de façon à générer la 3e génération. On a fait aussi ces expériences sur les femelles, donc en générant les matrilines, on a obtenu quasiment les mêmes résultats que je vais vous montrer ce soir, mais ce n'est pas indiqué ici. Donc là, ce qui est important, jusqu'où aller dans les générations, pour revenir au modèle que je vous ai, au concept que je vous ai présenté tout à l'heure, où vous voyez une femme enceinte, donc elle non seulement va être affectée, son enfant également, mais les cellules germinales dans son enfant. Donc là, on a affaire au même principe. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à la 3e génération pour qu'aucune cellule de ces individus, ni même la cellule germinale duquel ils sont issus, n'a été exposée au stress. Donc si on voit une transmission, si on voit des phénotypes comportementaux altérés dans cette 3e génération qui sont identiques à la 1re génération, ça indique des mécanismes épigénétiques. Ça indique que les gènes sont complètement à exclure et ça exclut également le soin maternel. La possibilité que la transmission se fasse de façon culturelle par le soin maternel. Donc, inspiré par la littérature clinique, on a testé ces animaux au niveau comportemental sur de nombreuses tâches comportementales. Je vais vous en montrer juste quelques-unes qui sont assez représentatives. Donc, comme je vous disais, chez l'homme, des enfants exposés à des stress traumatiques ou à des violences pendant l'enfance ont souvent des problèmes antisociaux, des comportements antisociaux. Donc les comportements sociaux sont très faciles à tester chez les rongeurs, souris ou rats de laboratoire. Et ça consiste à mettre 2 animaux qui ne se connaissent pas en présence dans la même cage. Il y a une petite partition, une petite paroi en plastique là, qui est percée de trous. Donc on peut observer 2 choses. La première chose, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, il y a beaucoup d'interactions, c'est-à-dire qu'ils vont se regarder, ils vont se renifler, ils vont passer beaucoup de temps à apprendre à se connaître. Ensuite, si on les remet en présence l'un de l'autre le lendemain, ils vont passer moins de temps à essayer de se connaître puisqu'ils se connaissent déjà. Donc là, on évalue la reconnaissance sociale. Et jour après jour, ils passent de moins en moins de temps parce que la reconnaissance sociale devient meilleure. Et chez les souris, il y a donc une diminution des comportements sociaux au cours des expositions à l'autre souris. Et ce qu'on a observé chez nos animaux, à travers les générations, qu'il y avait un retrait social assez marqué chez les mâles. Chez les femelles, le retrait social est moins marqué, mais par contre, il y a un problème de reconnaissance sociale. C'est-à-dire que globalement, les animaux, à travers les générations, voilà, on indique que c'est un ratio de discrimination. Vous voyez, ça, c'est les performances, enfin les résultats qu'on attend, les comportements qu'on attend chez les souris contrôle. Dans mes diapos, les contrôles sont toujours en blanc et les souris maltraitées et leur progéniture sont toujours en noir. Donc ça, c'est les performances des souris normales. Et vous voyez qu'elles sont augmentées. Il y a une augmentation chez les souris F1, chez leur progéniture et chez la progéniture de la progéniture. Et globalement, ceci traduit des problèmes, un retrait social et un problème de reconnaissance sociale. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à lire les indications qui leur permettent de reconnaître leur père.
D'autres comportements qui sont assez marqués chez les gens qui ont subi des traumatismes pendant l'enfance sont des comportements dépressifs. Donc la dépression, chez les rongeurs, est également très facile à tester, et en particulier en utilisant une tâche de nage forcée qui s'appelle la tâche de Porsol. C'était inventé par M. Porsol dans les années 70. Elle est toujours utilisée aujourd'hui par les industries pharmaceutiques pour tester les antidépresseurs. Ça consiste à mettre une souris dans un verre ou un bécher d'eau froide, comme indiqué là. Et en général, une souris normale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nager et va essayer de s'échapper. Par contre, une souris déprimée va quasiment pas nager. Elle va être par désespoir. Elle va abandonner assez rapidement, se dire c'est pas la peine que je me batte. Donc elle va se mettre à flotter. Si on injecte cette souris avec un antidépresseur, elle va nager de façon aussi prononcée qu'à gauche. Donc c'est vraiment un test fiable des comportements dépressifs, du désespoir comportemental. Et ce qu'on a vu, il y a une autre tâche qu'on a fait également qui est basée sur le même principe. Ça consiste à tenir la souris par la queue, et c'est la même chose. La souris va essayer de se débattre, et par contre, une souris déprimée va quasiment pas se débattre, elle va rester immobile. Donc, ce qu'on mesure ici, c'est non seulement le temps passé à flotter, qui est toujours plus important chez les souris déprimées, mais on va également mesurer le temps que les souris prennent avant de commencer à flotter. Une souris déprimée va commencer à flotter, comme vous avez vu sur la vidéo, au bout de quelques secondes. Alors qu'une souris contrôle, elle va nager, et puis peut-être qu'au bout de... Ça dure 6 minutes, peut-être qu'au bout de 4-5 minutes, elle va se mettre à flotter, parce que, bon, par fatigue ou par désespoir, là, pour le coup. Donc, ce qu'on a vu chez nos animaux, c'est qu'il y avait des profils dépressifs clairs à travers les générations. C'est-à-dire que les animaux passent beaucoup plus de temps à flotter. Les souris MSUS en noir là passent beaucoup plus de temps à flotter que les souris contrôle. Et ça c'est transmis jusqu'à la 3e génération. On a même fait la manip chez la 4e génération, et la 4e génération est également dépressive. Un dernier type de comportement qu'on a examiné est la mémoire. Parce que, une fois encore, chez les gens ou les patients qui reconnaissent avoir subi des traumatismes pendant l'enfance, souvent des problèmes cognitifs, à l'âge adulte ou à un âge avancé. Chez la souris, il y a différents types de mémoire qui peuvent être examinés, et la mémoire pour les objets est une assez facile en particulier, parce que bon, ça semble assez évident qu'une souris, même dans une souris sauvage, a besoin pour s'orienter, de reconnaître les objets, d'apprendre leurs caractéristiques et puis de naviguer entre les objets qu'elle rencontre. Donc au laboratoire, on peut reproduire ce genre de mémoire ou tester ce genre de mémoire en mettant l'animal, bon là c'est schématisé, mais on met l'animal dans une boîte avec de la sciure ou sans sciure d'ailleurs, et on la met par exemple pendant 10 minutes en présence de 3 nouveaux objets. Elle va les explorer, les renifler, les toucher, passer à côté de façon à les reconnaître. Ensuite, donc on fait ça plusieurs séances de suite et on regarde le temps passé autour de chaque objet en petits mouvements. Si elle marche, elle passe rapidement à côté de l'objet, ce n'est pas de la reconnaissance, donc c'est vraiment des petits mouvements visuels, tactiles, qui nous permettent de dire qu'elles sont en train d'apprendre les objets. Ensuite, une fois que les objets ont bien été appris, on va tester leur mémoire pour ces objets en remplaçant un des objets familiers par un nouvel objet. Maintenant, si elles se souviennent des objets familiers, elles vont être capables de percevoir que celui-ci est nouveau, puisqu'elles se souviennent des autres. Donc, quand elles sont placées à nouveau dans cette boîte avec un nouvel objet, elles vont quasiment pas explorer les objets familiers, puisqu'elles s'en souviennent, elles les connaissent. Par contre, elles vont passer quasiment tout leur temps à explorer le nouvel objet, uniquement si elles ont gardé souvenir des objets familiers. De façon semblable, on peut tester leur mémoire pour la position de l'objet. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on déplace un des objets dans la boîte et on regarde à nouveau, là on déplace ce triangle dans la boîte et on regarde à nouveau si elle arrive à percevoir, si elle se souvient que de la position précédente, l'animal va réexplorer cet objet plus que les autres. Donc ce qu'on a vu chez les animaux qui ont été soumis au stress, donc là les données sont présentées de façon un petit peu différente. Là vous avez les contrôles, donc le temps passé avec les objets familiers en blanc et le temps passé avec l'objet nouveau. Vous voyez que les souris contrôle passent plus de temps avec le nouvel objet parce qu'elles se souviennent des objets familiers. Par contre, nos souris qui ont été traumatisées
ainsi que leur descendance, elles n'arrivent pas à distinguer les objets familiers des objets nouveaux. Elles ont perdu, elles n'ont pas gardé souvenir, elles n'ont pas de mémoire pour les objets, ou leur mémoire pour les objets est altérée. Et cette altération de la mémoire est transmise à travers les générations. Un autre type de symptômes qui résultent de l'exposition au traumatisme sont des problèmes métabolisme. Chez l'homme, en clinique, il est également connu que l'exposition à des stress traumatiques peut conduire à des problèmes métaboliques. En particulier, problèmes de diabète, altération de la régulation de la glycémie. Donc on a testé aussi si c'était le cas chez nos souris. C'est relativement simple. On a prélevé le sang de ces animaux et on a mesuré les niveaux de glucose et d'insuline. Et on s'est aperçu qu'à travers les générations, chez les animaux, enfin pas trop chez la première génération, mais surtout dans la deuxième génération, les niveaux de glucose et d'insuline étaient diminués dans le sang. Et là, c'est un petit graphe qui montre que c'est intéressant de regarder les réponses au glucose après un stress, parce qu'après un stress, le glucose augmente toujours. Donc on voit là le décours temporel, donc 0 est au cours du stress, donc 15 minutes, 30 minutes, jusqu'à 90 minutes après le stress. Et on voit qu'il y a moins de glucose avant le stress et que cette diminution du glucose, elle persiste même pendant le stress. Donc il y a une augmentation de la réponse, comme chez les souris contrôle, mais chez les souris traumatisées, enfin dans la progéniture des souris traumatisées, il y a une quantité de glucose qui est diminuée tout le temps, même après stress. Donc ça indique que globalement, l'exposition à ce genre de traumatisme pendant l'enfance a des effets non seulement au niveau comportemental, donc conduit à des profils dépressifs, antisociaux, problèmes de mémoire. Il y a aussi d'autres phénotypes que nous avons remarqués. Une perte de contrôle comportemental assez flagrant chez ces animaux. Et on pense qu'elles sont aussi plus sujettes à l'addiction aux drogues. Et en plus de ces altérations comportementales qui sont transmises à travers les générations, par les pères et par les mères, je vous ai montré les données chez les pères, mais on a fait les mêmes observations chez les mères, et qu'en plus de ces altérations comportementales, il y avait aussi des problèmes de régulation du métabolisme, régulation du glucose et de l'insuline, qui étaient également transmis à travers les générations. Maintenant, est-ce qu'on peut relier ça à des problèmes, à des aberrations épigénétiques? Donc c'est là l'avantage des animaux, parce que les souris... on dispose de nombreuses souris et on peut facilement prélever leur cerveau, analyser l'épigénétique dans les cellules du cerveau, on peut prélever leurs cellules germinales et faire ce genre d'analyse également. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux mécanismes épigénétiques plausibles ou possibles. Dans les cellules, au niveau des cellules germinales, la méthylation de l'ADN et les ARN non codants. Donc je vais vous montrer quelques résultats qui indiquent que les deux sont altérés dans les cellules germinales mâles des animaux soumis à des stress. On a tout d'abord regardé la méthylation de l'ADN. Donc il y a une technique, il y a plusieurs techniques pour faire ça de façon quantitative. Il y en a une en particulier qui est très précise, qui permet de regarder un gène particulier. Par exemple, admettons que là, là je vais vous montrer des résultats le gène d'un des récepteurs d'une hormone de stress, qui s'appelle CRF récepteur 2. C'est un récepteur qui est connu pour être important pour le développement de stratégies de management du stress. La manière dont on gère le stress dépend de l'expression de ce récepteur dans le cerveau. Donc si, admettons, on reprend notre ADN là, dans les cellules germinales, disons que le gène pour CRF récepteur 2 se trouve à ce niveau-là. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré on a regardé quels résidus, quelle base de l'ADN avait des résidus méthyl, c'est-à-dire qu'on a mesuré la quantité des résidus de méthylation. Et juste pour illustrer ça, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prélève de nombreuses cellules germinales, on prélève le sperme de ces animaux mâles, et chaque cellule a donc une copie du gène, et la copie de ce gène, là, vous avez les petits en blanc, c'est un résidu C qui n'est pas méthylé, et en noir, c'est un résidu C, cytosine, qui est méthylé. Donc la technique qu'on utilise va permettre de calculer, alors quel est le pourcentage
de cytosine, la première cytosine par exemple, j'ai des problèmes avec ma souris, quel est le pourcentage globalement dans la population de toutes les cellules de sperme, quel est le pourcentage de cytosine à la première position qui est méthylée. Donc on calcule le pourcentage de cytosine méthylée à première position, la cytosine en deuxième position, quel est le pourcentage méthylé, et on regarde ça pour toutes les cytosines qui sont présentes sur le gène qui nous intéresse. Et ça conduit à obtenir des graphes comme celui-ci. Donc là, globalement, on voit qu'il y a une insuffisance de méthylation sur le gène de ce récepteur à l'hormone de stress. Et cette insuffisance de méthylation, on la voit dans les cellules de sperme des mâles qui eux-mêmes ont été soumis au stress, mais on la voit exactement au même endroit, dans le même gène, dans le cerveau de leur progéniture, mais également dans les cellules germinales de la progéniture. Bon, les graphes sont exprimés de façon un tout petit peu différente. Là, on fait une comparaison entre les souris contrôle et les souris traumatisées. Et là, c'est les mesures directes de méthylation. Mais globalement, retenez qu'il n'y a pas assez de résidus méthyle, il n'y a pas assez de méthylation de l'ADN, où il y a une aberration, une diminution de la méthylation de l'ADN sur un gène qui code pour un récepteur d'une hormone de stress, non seulement dans les cellules germinales, mais des animaux stressés eux-mêmes, mais dans le cerveau et les cellules germinales de la progéniture. Donc, altération épigénétique claire dans différents organes et qui sont transmis. On a regardé d'autres gènes que ce récepteur à l'hormone de stress, parce que là, on s'est dit, bon, il y a une diminution de la méthylation de l'ADN, c'est possible que la méthylation de l'ADN, il y a un problème avec la machinerie qui permet de méthyler l'ADN et que tous les gènes soient moins méthylés. En fait, ce n'est pas le cas, parce qu'on a regardé d'autres gènes, et il y en a un autre, disons, de façon schématique, disons qu'il va se trouver un petit peu plus loin, là, c'est un gène qui s'appelle le MECP2. MECP2, c'est un gène qui est assez connu parce qu'il est muté dans le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, c'est une maladie neurologique qui affecte surtout les filles parce que c'est un gène qui est présent sur le chromosome X, qui est une maladie neurologique qui conduit à des retards, enfin des problèmes moteurs assez sévères et du retard mental. Donc, contrairement au gène du récepteur de l'hormone de stress, le gène MECP2, lui, a trop de méthylation. Vous voyez que dans les cellules germinales, il y a une augmentation de la méthylation de l'ADN. Également dans les cellules de cerveau de la progéniture et dans les cellules germinales de la progéniture. Donc c'est la même observation qu'avec l'autre gène, simplement là, dans tous les organes qu'on a regardés, il y avait trop de méthylation. Certains gènes, par contre, eux, n'ont pas d'aberration de méthylation de l'ADN. La méthylation est complètement normale. Ces deux gènes que j'ai choisis au hasard. Donc ça indique que, on pense, selon la position du gène sur la chromatine, il y en a certains qui ne vont pas avoir suffisamment accès à la machinerie de la méthylation, d'autres qui vont être trop méthylés et d'autres qui ne vont pas être affectés parce qu'ils vont être protégés. On ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi certains gènes sont affectés comme ceci et d'autres comme cela, ça c'est encore un mystère. Mais en tout cas, l'observation est que c'est bidirectionnel. C'est une observation qui était faite aussi dans le cancer. Dans le cancer, il y a certains gènes qui sont hypométhylés à certains endroits et d'autres qui sont hyperméthylés à d'autres endroits. Maintenant, pour ce qui concerne le deuxième mécanisme potentiel, la présence d'ARN non codant dans les cellules germinales. Donc, comme je vous disais, il y a environ 2 ans, une étude sur les cellules germinales humaines a démontré la présence de ces petits ARN non codants et on ne sait pas trop quel est leur rôle. Donc, ce qu'on a fait en utilisant une méthode d'analyse à grande échelle, on a prélevé l'ARN, donc on a prélevé les cellules de sperme de ces animaux, de ces mâles soumis au stress. Et on a, au lieu de, cette fois de prélever l'ADN, on a prélevé l'ARN, c'est-à-dire ce qui est présent dans la cellule de sperme elle-même. Et on a fait une analyse, on a séquencé l'ARN qu'on avait extrait de ces cellules. C'est-à-dire qu'on détermine la séquence de ces ARN et on quantifie, c'est-à-dire qu'on a mesuré la quantité de chacun des petits ARN qu'on a réussi à mesurer dans ces cellules germinales. Et les petits ARN donc, ont des noms en fonction de leur séquence. Il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de petits ARN qui sont connus, qui existent dans différentes cellules. Et dans les cellules de sperme, c'est pareil, il y en a plusieurs centaines. Et donc on les a classifiés, ces petits ARNM, et on les a classifiés en fonction de leur changement
en prenant en premier ceux qui avaient une différence de quantité entre les cellules germinales des souris contrôle et les cellules germinales des souris stressées, les plus importantes. Et on en a identifié quelques-uns, 5 en particulier, qui sont en excès dans les cellules germinales des souris qui ont été maltraitées pendant leur enfance. Donc ça, c'est la quantité, c'est l'excès, vous voyez là, ça c'est la quantité d'ARN, de petits ARN, en particulier des micro-ARN. Donc vous voyez qu'il y en a quasiment le double, voire même 3 fois plus dans les cellules germinales des animaux mâles qui ont été maltraités quand ils étaient petits. Et non seulement, ces micro-ARN sont altérés non seulement dans les cellules germinales, mais également dans le sang. Ce qui était assez surprenant. Enfin, surprenant oui et non. Ces petits, lorsqu'ils sont soumis au stress, c'est leur corps entier qui est soumis au stress. Donc il n'y a aucune raison pour que ce soit que les cellules germinales qui soient affectées. Donc en fait, on voit que les cellules germinales sont affectées, le sérum, mais également le cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont exactement les mêmes ARN qui sont altérés dans ces 3 substrats biologiques, en quelque sorte, mais ils ne sont pas altérés de façon identique. Alors qu'ils sont augmentés, il y en a trop dans les cellules germinales et dans le cerveau, il n'y en a pas assez de certains dans le sérum. Le fait qu'ils soient altérés dans le sérum, ça a un avantage extrême, parce que chez l'homme, on peut prélever le sang, on peut mesurer les ARN de façon identique, c'est très simple, c'est déjà fait en clinique, en thérapeutique, en diagnostic. Donc si on arrive à démontrer la même chose chez l'être humain, ça pourrait être une manière de détecter peut-être des traces de stress. Mais ce qui était intéressant également chez ces animaux, c'est que non seulement les animaux qui étaient soumis au stress eux-mêmes, mais également leur progéniture ont des aberrations de la quantité de ces ARN. Et quasiment le même genre d'aberration, donc il n'y en a pas assez dans le sérum, et il y en a trop dans le cerveau. Par contre, dans les cellules germinales, il n'y a plus de différence. Même si les phénotypes, les problèmes de comportement sont transmis dans la 3e génération, il y a une correction dans la 2e génération, donc il y a probablement transfert de ces altérations sur d'autres marques épigénétiques, mais ça c'est une autre question, on ne comprend pas très bien quel est le mécanisme. Donc globalement, l'exposition à des stress traumatiques altère certains mécanismes épigénétiques au niveau des neurones et au niveau des cellules germinales, et aussi dans le sang. Maintenant, comment prouver vraiment que ce sont ces marques, ces aberrations épigénétiques qui sont responsables des phénotypes comportementaux? Reproduire ces altérations de la méthylation de l'ADN, ce n'est pas possible, parce que c'est sur différents gènes, et certains gènes qui sont affectés, d'autres qui ne le sont pas, il y en a qui en ont trop, il y en a qui n'en ont pas assez. Expérimentalement, ce n'est pas possible de faire ça. Par contre, reproduire un excès d'ARN non codant, ça c'est tout à fait à notre portée, à la portée de biologiste. C'est pas simple, mais c'est faisable. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans le laboratoire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des œufs de souris contrôle fertilisés. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, enfin ce sont des œufs fertilisés, et au lieu de prendre, on a pris des cellules de sperme de mâles stressés, mais au lieu de prendre les cellules de sperme en entier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait l'ARN. On a extrait l'ARN, et cet ARN, on l'a injecté dans des œufs contrôle fertilisés. L'idée est que si ce sont les ARN qui sont responsables de ces altérations comportementales et de la transmission, dans les animaux issus de ces œufs fertilisés contrôle injectés avec les ARN, on devrait pouvoir reproduire certains phénotypes comportementaux. Donc en pratique, on fait ça sous microscope. Donc on prélève des œufs d'une femelle portante qui vient juste de commencer la gestation. On prélève ces œufs fertilisés et puis on les injecte avec une pipette de verre. On injecte ces ARN donc sous microscope. Ensuite, après injection, les œufs peuvent être transférés dans une femelle pseudo-prégnante, pseudo-préparée hormonalement, tout comme pour des FIV chez l'être humain. Donc on fait ça par chirurgie. Ensuite, on attend 3 semaines, puisque la gestation pour une souris est 3 semaines. On attend 3 semaines. Au bout de 3 semaines, les petits naissent. On attend qu'ils soient adultes. Et une fois qu'ils sont adultes, on teste leur comportement. Et on a utilisé une batterie de tests comportementaux qui est la même que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qu'on est arrivé à observer, c'est que ces animaux issus donc d'œufs fertilisés, injectés juste avec l'ARN de sperme de mâles traumatisés, ont des profils dépressifs qui sont semblables
aux mâles desquels on avait extrait l'ARN lui-même. Donc elles passent plus de temps à flotter sur cette tâche de port-solte. Non seulement ces animaux, mais également leur progéniture. Maintenant, si on les prend, on les croise avec des souris sauvages, normales, naïves, pas stressées, on voit que la progéniture a également ces profils dépressifs. On a montré que d'autres comportements étaient aussi exprimés par ces animaux. Et ce qui est également intéressant, c'est que les problèmes de glucose et d'insuline sont aussi reproduits chez ces animaux qui ont juste en plus l'ARNM des cellules de sperme. Donc ça indique que vraiment l'ARN dans les cellules germinales sont des vecteurs non seulement de l'expression, des effets du stress, mais également de la transmission à travers les générations. Donc je voudrais terminer juste avec quelques petites perspectives pour l'homme. Donc comme je l'ai déjà abordé tout à l'heure, le fait de pouvoir détecter certaines marques épigénétiques et de démontrer dans des modèles animaux quelles sont la cause de désordres comportementaux ou de désordres physiologiques, fournissent des marqueurs biologiques de maladies dues aux facteurs environnementaux. Bien entendu, il s'agit maintenant d'essayer de confirmer que, par exemple pour les ARNM, les micro-ARN, que les mêmes micro-ARN seraient altérés chez des gens, la descendance de personnes qui ont été soumises à des traumatismes. Et si c'était le cas, on pourrait dans le futur utiliser ces marques épigénétiques ou ces aberrations de marques épigénétiques comme marqueurs biologiques de certaines maladies qui sont induites par des facteurs environnementaux. Éventuellement, bon, pour le diagnostic, mais éventuellement pour suivre un traitement thérapeutique, parce que l'idée serait que si un traitement thérapeutique est efficace, au départ, il y aurait trop de micro-RNA, par exemple, dans le sang, et ça diminuerait au cours du traitement. Ça, ce sont déjà des approches qui commencent à être utilisées en oncologie, dans le traitement de cancer, parce qu'il y a certains médicaments épigénétiques qui sont utilisés pour traiter certains cancers. Et une chose importante qui est plus bon pour l'aspect biologie, c'est la nouvelle perspective que ça apporte pour l'évolution. Parce que c'est une forme d'évolution rapide, en quelque sorte, qui peut être positive ou négative. Dans ce cas, ce que je vous ai démontré, les profils dépressifs, antisociaux, ce n'est pas forcément bénéfique. Mais il s'avère que ce sont des profils qui sont transmis. Je dois vous dire qu'on a aussi examiné la possibilité qu'il y ait des comportements avantageux. C'est-à-dire que le fait d'avoir été soumis au stress traumatique pendant l'enfance puisse apporter certains bénéfices plus tard dans la vie, parce que dans la littérature humaine, c'est connu que des gens qui ont été exposés à du stress précoce chronique, plus tard dans leur vie, peuvent exprimer certaines formes de résistance au stress. Et en fait, chez nos animaux, on a un papier d'ailleurs qui est sorti hier, qui montre que la flexibilité comportementale est améliorée chez ces animaux. C'est-à-dire que quand elles sont dans des situations de challenge, où elles sont assoiffées, elles ont besoin de résoudre une tâche un peu compliquée pour avoir accès à de l'eau, à une récompense. Elles sont meilleures. Elles arrivent à mieux comprendre des règles qui changent tout le temps, donc elles sont plus alertes, plus attentives. En quelque sorte, elles sont mieux préparées à des situations de challenge. Donc que ce soit avec des symptômes négatifs ou des symptômes positifs, l'idée générale que les épigénéticiens développent est que ce sont des mécanismes qui permettent d'évoluer, enfin une forme d'évolution relativement rapide. Il y a même certains épigénéticiens qui proposent l'idée que ces mécanismes épigénétiques pourraient éventuellement précéder une évolution au niveau des gènes. Parce qu'il y a un collègue qui a fait une analyse sur dans les îles Galapagos, sur des oiseaux, les pinsons de Darwin. C'est assez intéressant parce qu'au départ, c'était une espèce qui a évolué. Donc maintenant, il y a une dizaine d'espèces différentes de pinsons de Darwin. Ils viennent tous d'une même souche génétique et il y a eu des mutations génétiques au cours des années en fonction de l'environnement. Il y en a qui vivent tout en haut des arbres, qui sont adaptés à ça, il y en a qui vivent au milieu et d'autres sur le sol. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a prélevé le sang de 5 espèces de pinsons de Darwin et il a fait une comparaison systématique de leur génome et de leur épigénome. Et il s'est rendu compte que là où il y avait des modifications épigénétiques, il y avait également, enfin dans les autres espèces, il y avait une mutation génétique. C'est-à-dire que lui soutient que l'environnement va induire certaines modifications épigénétiques qui, par des mécanismes probablement de réparation de l'ADN, qui permettent de changer les paires de base,
conduisent à des mutations génétiques. Donc l'épigénétique pourrait également avoir un rôle extrêmement important dans l'évolution du code génétique lui-même. Donc j'ai juste terminé par une photo de mon groupe, c'était lors d'une retraite au bord d'un lac suisse. Voilà, mais je vous remercie pour votre attention, je serai contente de répondre aux questions. Merci beaucoup Isabelle Lansuy. Je vais faire circuler un micro. Si vous avez des questions, des remarques, je vous demande de lever la main. Voilà. Alors, vous avez fait une conférence très intéressante, malgré notre petit cerveau, puisque nous ne sommes pas scientifiques. Néanmoins, il y a des choses qui me paraissent un peu bizarroïdes. Pendant combien de fois faites-vous ces expériences répétitives, vous le mettez dans un tube ou dans un verre, etc. Et vous dissociez les gènes du traumatisme. Vous dites qu'il y a toujours un traumatisme, c'est l'environnement, etc. Malheureusement, j'ai eu à connaître depuis 2 ans un problème chez un enfant qui n'est pas de ma famille, mais disons qui est proche parce qu'un de mes neveux s'est mis en ménage avec la mère de cet enfant. Il n'a pas été traumatisé en aucune façon. Il est violent, il est pervers, il s'est même agi de viol à 6 ans et demi sur un autre enfant. Et le professeur Maurice Berger, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est pédopsychiatre et chef du service de pédopsychiatrie de Saint-Étienne, a écrit plusieurs ouvrages, a donné beaucoup de conférences. Il est même passé il y a un mois sur France 5. Lui, il parle carrément, certes, d'éducation, d'environnement, etc., mais il parle que des gènes, il ne parle pas de traumatisme. Il y a des individus qui n'ont jamais été traumatisés, dont les parents n'ont jamais été traumatisés, et qui présentent quand même des comportements, disons, à risque ou dangereux. Et d'autre part, autre question, utilisez-vous des chiens, chats ou singes, ou uniquement des souris dans vos expériences? Non, uniquement des souris. Uniquement des souris. Et pourquoi cette répétition, alors que vous avez des sujets tout trouvés chez des personnes qui présentent des troubles comportementaux, ou des adolescents, ou des enfants? Pourquoi, enfin, je pensais... L'avantage des animaux est quand même assez évident. Oui, mais d'accord, je suis d'accord avec ce que vous dites, évidemment. Je ne suis pas scientifique. Mais je veux dire qu'il y a des modèles tout trouvés, non pas pour leur ouvrir le cerveau comme vous faites à vos souris, mais je veux dire pour étudier des personnes qui sont vraiment ou des oui, bien enfants. sûr. Il y a des collègues. Moi, je suis pas clinicienne, donc c'est pas. Moi, je m'intéresse essentiellement à la biologie, mais je suis complètement d'accord que maintenant, il faut essayer de traduire, enfin d'appliquer nos résultats à l'être humain. Maintenant, vous avez complètement raison que la dépression, la schizophrénie ou les comportements violents ne sont pas forcément tous induits par des traumatismes, qu'il y a des gènes, en effet, qu'il y a des maladies génétiques qui se traduisent par ce genre de symptômes. Tout à fait. Simplement, l'exposition à des traumatismes, d'une façon générale, induit ce genre de symptômes. Les gènes, chez les gens qui ont des problèmes où c'est plutôt une transmission génétique, ou ce sont des gènes qui sont altérés, on ne sait pas quels sont les gènes exactement. Et ce jeune garçon, peut-être que lui-même n'a pas été soumis à un traumatisme, peut-être que ses parents ou ses grands-parents, c'est pas vraiment connu. Je sais qu'il y a des familles qui ont une propension à la dépression, oui, qui peut aller jusqu'au suicide. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des susceptibilités génétiques. Mais bien sûr. Oui, il y a des susceptibilités génétiques, comme j'essaie d'expliquer au début, c'est vraiment une combinaison de gènes et de facteurs environnementaux. On a certaines susceptibilités qui sont dues à des petites mutations qu'on appelle des polymorphismes, qui rendre le terrain favorable au développement de symptômes lorsqu'on est exposé à des facteurs traumatiques. Et pour ce qui concerne la répétition, je vous rassure, les animaux, quand on les passe sur une tâche comportementale, on n'y passe qu'une seule fois. C'est pas répété. Non, mais je veux dire, vous avez déjà des
résultats et vous répétez. Non, une fois c'est important en science de répéter pour être sûr des résultats. Et puis, à chaque fois, on avance petit à petit, on fait quelques petites découvertes. C'est essentiel la répétition. Oui, merci, bonsoir. Est-ce qu'on peut comprendre que l'épigénétique, non seulement impacte l'expression ou la non-expression de certains gènes, mais plus encore pourrait modifier la succession des bases sur la chaîne d'ADN? Ça, c'est vraiment j'ai laissé ça pour la fin. C'est une théorie très d'avant-garde. Il y a quelques résultats qui permettent de l'indiquer, mais c'est assez moderniste comme concept. Mais oui, tout ça parce que l'ADN est cassé tout le temps dans l'organisme. Et il y a des mécanismes actifs de réparation de l'ADN que tout le monde a. On a sans arrêt des mécanismes, des réparations, notre ADN qui est réparé. Et il est connu que ces mécanismes de réparation peuvent être utilisés, que certaines marques épigénétiques peuvent tirer parti de ces mécanismes de réparation qui permettent de changer des paires de bases. Donc c'est pour ça, c'est un concept relativement nouveau, mais au niveau biologique, on comprend comment est-ce que ça peut se produire. Maintenant que ça ait un rôle important pour l'évolution, par exemple, ça c'est encore quelque chose à étudier, qui n'a pas encore été suffisamment examiné expérimentalement. Merci. Bonsoir, c'est aussi une question un peu sur l'évolution qui ressemble à la précédente. Est-ce que les analyses qui ont été faites sur les modifications épigénétiques ont dépassé l'étude de la 3e génération? Autrement dit, il y a eu des expériences qui ont été faites pour analyser sur la énième génération. Et du coup, est-ce que on a déjà la preuve de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'hypothèse d'un marqueur épigénétique à un endroit donné de l'ADN est le précurseur d'une modification à terme de cet ADN et donc de l'évolution, parce que ça serait effectivement un peu de lamarckisme, un peu d'influence du milieu environnant sur le génome, oui. Sur la génétique. Nous, avec nos études, on a regardé les comportements seulement dans la 4e génération. On n'a pas fait encore d'études épigénétiques. Maintenant, l'étude dont je vous ai parlé sur les pinsons de Darwin, ce sont des phénomènes évolutifs qui ont lieu sur peut-être des centaines, milliers d'années, centaines d'années. Donc pour ce qui concerne une expérience dans le laboratoire, je crois que l'échelle de temps, même si on parle d'évolution rapide, c'est rapide par rapport à l'évolution normale qui est plutôt en dizaines de milliers ou centaines de milliers d'années. Mais malgré tout, même si c'est rapide, ça reste quand même beaucoup trop long pour être couvert par la vie d'un seul chercheur. Mais je pense que peut-être que dans un avenir proche, on aura les moyens de favoriser les mécanismes, les mutations épigénétiques et voir dans quelle mesure est-ce que ça peut provoquer une mutation génétique avec des mécanismes beaucoup plus rapides afin de démontrer que ça peut réellement avoir lieu. Mais pour tout ce qui concerne les stress traumatiques, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pu réellement démontrer. Voilà, une question ici en haut. Je voudrais vous poser en fait 2 questions. D'abord, je vous remercie de votre exposé et aussi bien sûr de vos recherches et des recherches de votre équipe, mais à la fois je suis surpris et choqué de vos conclusions. Surpris parce que vous concluez, sans émettre le moindre doute, que les caractères acquis s'héritent. Or, me semble-t-il, la communauté scientifique n'est pas du tout d'accord sur cette conclusion. Ça, c'est ma première surprise. Choqué parce que on pourrait penser que les enfants des déportés des camps de concentration, ces enfants qui ont été fortement traumatisés, eux-mêmes ont traumatisé leurs enfants, qui eux-mêmes ont traumatisé leurs enfants. Et si je comprends qu'un trauma soit codé physiologiquement, vous ne faites pas la démonstration, me semble-t-il, que ces traumas peuvent, de génération en génération, s'hériter. Encore une fois,
je veux bien qu'il y ait une héréditabilité, j'y arriverai pas, de certains caractères, mais concernant par exemple la dépression ou les maladies mentales, attention, on va aller très loin. Et je crois qu'il faut se souvenir quand même qu'entre 39 et 45, et même à partir de 33, les malades mentaux en Allemagne étaient éliminés. Alors à ce moment-là, si on va jusqu'au bout, si on peut hériter par exemple d'une maladie mentale, il ne faut pas que les malades mentaux puissent éventuellement se reproduire. Vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir sur le plan social. Oui, pour ce qui concerne ma conclusion que les caractères acquis peuvent être transmis, non, j'ai jamais dit que tous les caractères acquis pouvaient être transmis. Là, simplement, les caractères acquis qui font intervenir des modifications épigénétiques dans les cellules germinales ont la possibilité d'être transmis. En aucun cas, si vous apprenez quelque chose, par exemple, un caractère acquis, un apprentissage ou le fait d'apprendre à faire du vélo, c'est un caractère acquis. On travaille dur quand on est enfant pour l'apprendre. On va peut-être même se blesser, avoir le souvenir d'une jambe cassée pendant l'apprentissage du vélo. Ça, en aucun cas, ce genre d'apprentissage de caractère acquis va être transmis dans la génération future. Parce que ça ne fait pas intervenir les cellules germinales. Donc, je suis désolée si mon message a peut-être semblé un peu catégorique, mais absolument pas tous les caractères acquis sont transmis. Uniquement ceux où les cellules germinales interviennent. Maintenant, votre deuxième volet était lié à la guerre. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'études qui ont été faites sur les troubles comportementaux ou les troubles physiologiques des descendants de la Deuxième Guerre mondiale. Des gens qui ont été traumatisés pendant la Deuxième Guerre mondiale ne vont pas forcément eux-mêmes maltraiter leurs enfants. Parce qu'il me semble que c'était ce point-là que vous aviez essayé de soulever. S'il y a reproduction des altérations comportementales, par exemple la violence, à chaque génération, ben les chances pour que ça soit transmis sont quand même assez élevées. Souvent, en effet, des parents violents vont générer des enfants qui eux-mêmes vont être violents. Là, d'accord. Non, peut-être pas. Non, d'accord. Oui, peut-être ou peut-être pas. Moi, c'est pas ça vraiment qui m'intéresse. Enfin, c'est pas ça que nous avons étudié, nous. Nous, chez La Souris, il y a ce genre de transfert culturel ou de transfert par soins maternels est complètement exclu dans notre analyse, puisque on travaille avec des mâles. Et on a fait ce qu'on appelle du cross-fostering, c'est-à-dire qu'on a fait élever des petits par d'autres mères. Donc tous ces facteurs culturels liés à la famille ou soins maternels sont complètement exclus. C'est ce qui nous permet de tirer des conclusions au niveau biologique elles-mêmes. Maintenant, pour votre dernier point sur le fait que pendant la guerre, les gens avec du retard mental étaient éliminés, oui, je ne suis pas très sûre du lien que vous vouliez faire avec ça. La plupart des cas de retard mentaux sont dus souvent ce sont des maladies génétiques. Il y a des gènes qui sont connus pour le retard mental, des gènes qui sont importants pour le développement du cerveau, par exemple, qui ont des mutations. C'est ce qui induit en général le retard mental. Donc là, c'est plus l'aspect génétique. Je ne sais pas, peut-être que j'ai pas bien saisi votre argument sur ce qui concerne ça. Attendez, on ne vous entend pas. Attendez, je vous apporte le micro. Prenons un exemple pour pousser le raisonnement à la limite. Prenons par exemple un couple. Dans ce couple, vous avez la femme, par exemple, ou l'homme qui est victime, qui est schizophrène, par exemple. Est-ce que, quelque part, il va y avoir les enfants vont hériter, quelque part, de ce caractère et hériter jusqu'à la 3e génération de ce caractère. Voilà un exemple. Je ne suis pas clinicienne, donc je n'ai pas affaire à des patients, mais
je pense que, enfin, d'après mes lectures et mes discussions avec des collègues psychiatres, la schizophrénie est une maladie qui, parfois, est transmise aux générations, enfin, entre parents et enfants. Mais c'est une maladie qui, au niveau mécanisme, n'est pas encore complètement claire. Il y a certains gènes qui ont été identifiés dans certaines populations de schizophrènes, des gènes de susceptibilité, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un polymorphisme dans le gène X ou Y, vous avez plus de chances de développer la schizophrénie si vous êtes exposé à des facteurs environnementaux médiocres, par exemple. Donc là, c'est vraiment une combinaison, c'est typiquement le genre de maladie c'est une combinaison entre des facteurs génétiques de susceptibilité et des facteurs environnementaux. Donc, selon l'individu, selon le mode de vie, selon l'environnement de façon générale, cette personne va peut-être développer certains symptômes de schizophrénie à un moment de la vie ou pas. Bonsoir. Je vous remercie pour la présentation. Je vous remercie aussi au passage, ça c'est un exemple du courage que vous montrez à répondre à certaines questions parfois difficiles, et je pense que ça fait partie du métier de scientifique, et je suis tout à fait... Voilà. Mais c'est important de souligner, je pense. En tout cas, moi je le fais. Une autre question qui est peut-être plus simple, peut-être. Vous dites que vous avez évidemment travaillé avec un échantillon assez large, notamment un échantillon pour lequel le génome est identique, ou en tout cas assez homogène. Dans les résultats que vous avez pu constater, que vous présentez de façon statistique, est-ce que tout de même vous avez pu peut-être remarquer des sauts de génération où, par exemple, certains phénotypes que vous pourriez attendre de souris stressées, en fait, ne se manifestent pas? Est-ce qu'il y a peut-être à quelques moments des individus qui ne présentaient pas le résultat attendu? Oui, c'est quelque chose qu'on observe de façon assez systématique avec les symptômes dépressifs. Parfois, c'est exprimé par les pères, pas par leur fils, mais par contre par la progéniture de leur fils. C'est-à-dire qu'il y a une génération masculine qui n'exprime pas. Ils sont capables de transmettre, mais ils n'expriment pas. Mes discussions avec des collègues psychiatres, ils m'ont dit que c'était quelque chose qui était assez observé de façon assez fréquente aussi chez l'homme. Au niveau mécanistique, on ne comprend pas très bien à quoi c'est dû, mais en effet, on a fait cette observation systématique. Une question un peu naïve, peut-être. Donc, en F1, il y a un trauma. Les mécanismes épigénétiques sont modifiés et entraînent quelque chose. En F2, en F3, il y a des troubles chez les individus. Je ne comprends pas très bien comment c'est transmis les mécanismes déficients. Oui, parce que ce sont les cellules germinales, les cellules de sperme elles-mêmes qui ont ces petites marques épigénétiques qui sont aberrantes et qui les transportent d'une génération à l'autre lors de la fertilisation. Donc on pourrait avoir des marqueurs, en fin de compte, oui, si on les connaît. Oui, tout à fait. Tout à fait. On les a chez la souris, mais chez l'homme, on les a pas encore. Mais... Est-ce qu'il y a oui, deux questions là-bas. Une question là-bas, je crois. Oui, c'est par rapport au trauma initial. Est-ce que vous avez essayé d'autres formes de trauma que ce qui se passe avec la mère, la déprivation de sa présence et de son traumatisme à elle? Est-ce que vous avez essayé d'autres formes de trauma et est-ce que ça a eu une réponse différente? On a essayé différentes... on a essayé de nuancer cette manipulation, par exemple en la rendant prévisible. Donc, séparation maternelle prévisible, avec ou sans stress maternel. Et en fait, nous, comme on s'intéresse à la transmission entre les générations, si la séparation maternelle est prévisible ou si elle n'est pas combinée avec du stress maternel, la transmission ne se fait pas. Donc, c'était la manipulation qui était vraiment la plus sévère qui permettait cette transmission. Il y a d'autres laboratoires qui ont travaillé sur des paradigmes de stress, notamment stress adulte, chez les pères. Ils montrent qu'il y a certains symptômes légers qui sont présents dans la progéniture, mais ça, c'est pas transmis.
Donc, une conclusion générale de nos travaux et des travaux d'autres personnes est qu'il faut que les stress soient vraiment profonds, soient chroniques, et qu'il y ait cette notion d'imprévisibilité, enfin, qui rend la situation voilà, incontrôlable par les animaux. C'est un stress émotionnel, mais c'est un stress physiologique, c'est un stress vraiment global. Et bonsoir, merci. J'aurais au moins juste 2 questions. Une première, c'est quand par exemple, une personne qui est fortement stressée et à qui on a prélevé du sang et qu'on a transfusé chez quelqu'un, est-ce que cette deuxième personne a de la chance de devenir du stress? C'est la première question. Puis la deuxième, une femme mise dans une situation environnementale où fortement elle souhaite fortement avoir une fille et malheureusement elle développe un garçon. Est-ce qu'on aura un homosexuel? Pour répondre à la première question, je ne sais pas, c'est une très bonne question. L'existence des petits ARN dans le sang et le fait qu'ils soient modifiés par le stress, ça c'est une découverte relativement récente. Donc je crois qu'on n'a pas encore suffisamment de recul pour maintenant, dans la perspective, regarder quelles étaient les conséquences chez les gens transfusés, mais c'est une bonne question. Je suis désolée, j'ai pas entendu votre... Maintenant le micro est redescendu, j'ai pas compris votre deuxième question. C'est une situation d'une femme qui souhaite fortement avoir une fille et que enceinte, elle a un garçon. Oui. Est-ce qu'on aura un homosexuel? Un PD? Ah, ouf! Est-ce que ça sera un homosexuel? Ouais. Tout dépend comment elle l'élève, peut-être. Mais on est nos gènes, mais on n'est pas que nos gènes. Donc, je prends mon joker pour cette question. Oui, bonsoir. Donc, une question tout à fait naïve, un peu simpliste. Donc, vous dites qu'on peut transmettre le traumatisme de génération en génération sans sauter même de génération. Admettons qu'au milieu d'une génération, on soigne la personne malade par psychothérapie, médicaments et tout ça. Est-ce que ça interrompt le chaînon? Ou est-ce que la chaîne continue malgré cette interruption de thérapie? Pour interrompre la transmission, il faut que les mécanismes épigénétiques soient réparés dans les cellules germinales. C'est irréversible? Non, j'ai pas dit ça. Je dis que, vous êtes d'accord avec moi, que pour interrompre la transmission, il faut qu'il y ait une réparation dans les cellules germinales. Mais les soins thérapeutiques ne suffisent pas pour modifier Chez l'homme, on n'a absolument aucune donnée là-dessus. On sait que la psychothérapie va agir sur le cerveau, va améliorer la personne parce qu'elle va mieux comprendre. Donc ça va enclencher toute une série de mécanismes qui vont permettre à la personne de se débarrasser de certains symptômes comportementaux. Que la psychothérapie ait un effet sur les mécanismes épigénétiques dans les cellules germinales, ça n'a jamais été étudié, personne n'y a même jamais pensé, je pense. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. Par contre, cette idée que peut-être que ça peut être interrompu par une exposition psychothérapie chez l'homme, mais chez les animaux, on ne peut pas faire de psychothérapie chez les souris, mais par contre, on peut les mettre dans un environnement enrichi. C'est un peu l'opposé du stress traumatique. Et c'est une expérience qu'on a faite. Donc on a pris la deuxième génération. Donc c'est des animaux qui ont toute la symptomatologie. Ils sont dépressifs, antisociaux, etc. quand ils sont adultes. On les prend quand ils sont adultes, on va les mettre plusieurs semaines dans un environnement enrichi. C'est-à-dire c'est des grandes cages, ils sont en groupes sociaux, il y a des roues pour courir, il y a des jouets, il y a un petit labyrinthe qu'ils doivent parcourir pour obtenir leur nourriture. Donc c'est riche et c'est plein de surprises chaque jour. C'est connu comme ayant des effets positifs sur les fonctions cognitives. Ce qu'on a vu, c'est que ces animaux, après avoir été exposés à plusieurs semaines de cet environnement enrichi, ne sont plus dépressifs. On a regardé ce qui se passait au niveau de l'épigénétique dans leurs cellules germinales. Et on a des données préliminaires qui indiqueraient que c'est éventuellement réversé. En tout cas, si on prend ces mâles qui ont été enrichis, qui ne sont plus dépressifs, qu'ils l'étaient auparavant, parce que leur père avait été exposé au traumatisme, si eux-mêmes on les croise, leur progéniture n'a plus de comportement dépressif.
Bon, c'est des résultats un peu préliminaires, donc je prends toutes mes précautions pour les partager avec vous, mais il semblerait en effet que ce soit des mécanismes qui soient réversibles. Ce qui est tout à fait plausible, parce que justement les mécanismes épigénétiques, c'est la beauté de l'épigénétique, c'est que c'est dynamique, ça varie en fonction de l'environnement. Donc des deux côtés, il n'y a aucune raison que ça soit plus altéré, enfin que ça soit cassé et pas réparable. Bonsoir. Dans le même esprit, je me demandais, donc vous avez changé l'environnement. Est-ce que vous avez proposé un traitement? Un traitement des symptômes dépressifs, par exemple? C'est ça, par médicament. Oui, on a, bon, pas chez les êtres humains, mais chez les souris, si on les traite avec des antidépresseurs, on peut éliminer les mécanismes, enfin les symptômes dépressifs, oui. Oui, les symptômes, mais pas réparer. Voilà. Réparer les altérations épigénétiques dans les cellules germinales. Non, ça, je crois que personne n'a fait la manip. Par contre, ce que les gens ont fait, des collègues ont fait, c'est mesurer les petits ARN dans le sang après traitement aux antidépresseurs. Et ça agit, ça peut corriger certaines aberrations de micro-ARN dans le sang après un certain nombre de jours de traitement. Et il y a des papiers relativement récents qui montrent ça chez les êtres humains. Des gens traités aux antidépresseurs ont une correction des altérations de micro-ARN dans le sang. Il y a une question là-bas, je crois. Bonjour. Ce qui me vient à l'idée est un petit peu en dehors de votre sujet. C'est que je me souviens étant jeune, j'ai lu quelques passages de la Bible qui m'avaient, je dis ça c'est absolument absurde, ça n'a aucune consistance, où il disait mais si vous faites telle chose, c'était Dieu ou je ne sais qui, si vous faites telle chose, vous allez être puni et les générations futures aussi. Et d'un autre côté aussi, ce qui vous arrive vient des générations qui vous ont précédé. Et vraiment, je trouvais ça tout à fait absurde. Mais après votre conférence, eh bien non. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ben, merci, monsieur. Il faut que je relise la Bible. Ou que je la lise, tout court. Non, c'est intéressant que vous fassiez cette remarque parce que, en fait, dans la communauté des biologistes, c'est un petit peu le contraire. La biologie est assez dominée, enfin la science est assez dominée par l'Amérique. Et il y a beaucoup de gens, enfin de grands professeurs américains qui sont assez religieux, qui ont des idées assez dogmatiques au sujet de la biologie. Et jusqu'à encore maintenant, il y a une certaine résistance envers l'idée de l'épigénétique. Justement qui va contre l'idée que voilà, Dieu nous a donné quelque chose de précieux et c'est Dieu. L'épigénétique dit qu'il n'y a pas que Dieu, il y a l'environnement, il y a nos parents. Donc il y a une certaine opposition dans un cadre, à cause du cadre religieux, entre la génétique, c'est-à-dire le fait qu'on nous donne un bagage et que ce bagage est fixe et qu'on doit composer avec, et cette idée de l'épigénétique que ce bagage est modifiable et qu'on peut contrôler notre vie et notre futur. Donc maintenant, ça réconcilie peut-être un petit peu ces deux idées. Je suis contente de savoir que la Bible était visionnaire. Je ne sais pas qui l'a écrite d'ailleurs. Je ne sais plus. Mais je pense que c'est comme Lamarck. Lamarck, il y a plein de gens qui le critiquent. Il était vilipendé, le pauvre est mort dans la misère et était critiqué par tout le monde. Mais c'était un naturaliste, il ne faisait qu'observer les choses. Il n'a rien inventé, bien sûr qu'il a développé des concepts, mais c'était vraiment basé sur ses observations. Et il avait raison, mais pour toutes les observations qu'il a faites. D'ailleurs, c'est intéressant, le musée de l'Homme a conservé tous ces monographes et on peut les télécharger sous forme PDF. Et quand on lit, bon, c'est en vieux français, quand on lit ce qu'il écrit, ça tombe sous le sens. Donc voilà, je pense que la Bible, ils n'avaient pas vraiment les moyens qu'on a à l'heure actuelle, mais c'était basé sur l'observation. Merci. Bonjour.
En fait, je voudrais savoir comment vous avez, combien de gènes vous avez testé pour la méthylation. Là, vous parlez du récepteur. Est-ce que vous avez fait, vous avez un peu regardé au hasard, ou comment vous avez choisi les gènes que vous avez regardés? Au début, on a choisi quelques gènes, on en a choisi 5, qui étaient liés soit au mécanisme de stress, soit à la régulation épigénétique. Mais plus tard, on a fait une analyse sur tout le génome. Il y a des méthodes qui permettent de faire ça avec un anticorps. C'est un anticorps qui reconnaît les résidus méthyle. Et on a maintenant toute une liste de gènes qui sont soit hyperméthylés, soit hypométhylés. C'est un tout petit peu compliqué parce que à l'époque, il y a quelques années, c'était pas possible encore, ou c'était difficile de mesurer la méthylation de l'ADN sur la longueur du gène, parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Donc nous, on s'est restreint à une petite portion qui est le promoteur, la région qui permet de réguler. Donc les données qu'on a montrent qu'il y a quasiment, je dirais, 150 gènes qui ont trop de méthylation dans le promoteur et environ le même nombre qui n'a pas assez de méthylation dans le promoteur. Il faudrait maintenant qu'on recommence ces manips, maintenant que les techniques ont évolué, que c'est beaucoup plus facile de faire de la méthylation de l'ADN, de mesurer de façon quantitative sur tout le génome pour voir exactement, pour avoir des données plus précises. Parce que quand on a essayé de confirmer ces données, on a eu beaucoup de mal. Et en fait, on n'est pas complètement sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va dans les deux sens. Il y a certains gènes qui ont trop de méthylation et d'autres qui n'en ont pas. Et que malgré le fait qu'on ait eu du mal à confirmer les données, on a réussi à extraire certains gènes candidats qui sont extrêmement intéressants. Notamment, on s'est aperçu qu'il y avait un canal. C'est un canal qui permet de faire traverser les ions. C'est un canal au chlore, qui est essentiel pour les fonctions du cerveau de base, qui est altéré par le stress. Donc c'est intriguant, mais en même temps, les conséquences peuvent être extrêmement importantes et on est en train de travailler sur un de ces candidats-là. Bonjour, merci. Bonjour. J'ai 3 petites questions. La première, en fait, vous expliquez qu'il y avait le taux d'hormones qui augmentait et au bout de 3 générations, il revient à la norme. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous disiez. On voit que les facteurs peuvent revenir à la norme en termes de sécrétion hormonale. Je voulais savoir, cette norme, est-ce qu'elle est tout le temps constante ou Je me souviens pas trop avoir dit ça, mais... D'accord. Bon, j'ai peut-être mal compris parce que je suis arrivé en retard. Mais j'ai cru comprendre que vous exposiez les souris au stress et qu'après 3 générations, il était possible que les souris reviennent à une norme de sécrétion hormonale, entre guillemets, elles redeviennent normales. En fait, les hormones, si on regarde les hormones de stress, elles ne sont pas modifiées par l'exposition à ce traumatisme. Parce que la régulation hormonale dans le corps est bien faite. Il y a tous des mécanismes qu'on appelle de feedback, de retour. Quand on est exposé pendant très longtemps à un excès d'hormones de stress, le système s'auto-inhibe pour justement limiter les augmentations chroniques, parce qu'avoir trop d'hormones de stress dans l'organisme pendant trop longtemps pose des problèmes. Donc chez ces animaux-là en particulier, si on regarde l'hormone de stress, elle n'est pas altérée du tout. Et mon autre question, c'est, à un moment, vous expliquez que vous faites des manipulations sur les souris, des manipulations chirurgicales. Est-ce que ça, c'est pas un traumatisme? C'est pas considéré comme un traumatisme? Ça vient pas altérer le... Quand on ouvre une souris, on fait ça. Ouais. Oui, bien sûr, mais on fait ça sous anesthésiant. C'est pas considéré comme un traumatisme? Ça peut l'être, bien sûr, mais ça, c'était une toute petite expérience qu'on a faite pour confirmer quelque chose, mais globalement, ça confirmait d'autres résultats qu'on avait démontrés autrement qu'en ayant recours à la chirurgie. Voilà, merci. Et est-ce que vous pourriez... le dernier point, c'est vous expliquez les points qui peuvent être entre guillemets pour l'individu positifs. À la fin, vous expliquez, voilà, ça peut rendre des gens plus endurants au stress, plus à même à répondre à des épreuves difficiles. Quel autre point positif il y aurait d'autres? Et puis, ça les rend moins sociaux, entre guillemets, parce que si j'ai bien compris aussi, en regardant certaines de vos chiffres, ça reste à la marge, c'est des 10-20%, c'est pas des vérités générales, c'est des 5-10%. Enfin. 10%, c'est énorme. Quand vous prenez par exemple la schizophrénie, c'est 1% de la population. 1%, ça représente quand même des millions d'êtres humains sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a bien 9 souris sur 10 qui ont été exposées à du stress, mais qui n'ont pas leur de changement.
Il y en a 1 sur 10 qui change. Non, c'est pas ça. Ça, je vous parle de la schizophrénie, mais nous, dans notre cas, toutes les souris qui sont exposées au stress ont des problèmes de comportement. D'accord. Les effets sont de 100%. Ok. Merci. Oui, bonjour. En fait, je voulais vous demander, parce que vous avez dit qu'une étude récente mettait des souris, les générations des souris traumatisées vous les mettiez dans des situations très épanouissantes. Mm-hmm. Et je voulais savoir dans quelle situation étaient élevées les souris 2e et 3e génération sur lesquelles vous aviez fait vos études. Dans des conditions normales, standards, c'est-à-dire ce sont des cages normales, voilà, avec de la sciure. C'est pas enrichi, c'est quand même appauvri par rapport à ce qu'elles pourraient vivre à l'extérieur, mais ce sont des conditions standards qui sont déterminées par les réglementations en vigueur en Suisse et ailleurs. Oui. Merci. Voilà, donc on va prendre une dernière question, quand je vois encore une main qui se lève, et ça sera la dernière de la soirée. Oui, pour faire un lien avec la même question qui a été posée concernant la transfusion sanguine, pour les cellules souches et les dons d'organes, est-ce qu'il y a une possibilité ou un risque de transmettre des épigènes traumatisantes ou... Je ne sais pas. Je ne crois pas que c'était vraiment étudié en détail. Je préfère pas me prononcer, je ne sais pas. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. On va terminer sur cette ouverture finalement. Merci beaucoup Isabelle Mansuy.